Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. Là-haut sur la colline. Donc, jugement impressionnant, incroyable, surprenant de la Cour d'appel aujourd'hui sur la loi 21 qui est finalement, d'une certaine façon approuvée. Et on va en parler justement avant que je dise des niaiseries avec deux avocats, deux professeurs de droit. Louis-Philippe Lampron, donc professeur de droit à l'Université Laval. Bonjour, Louis-Philippe. Bonjour, Antoine. Et Guillaume Rousseau, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, mais qui est aussi avocat du mouvement laïque dans cette cause. Donc, est-ce que je vais commencer par ça? Guillaume, avez-vous l'impression d'avoir gagné aujourd'hui à plate couture, non? Oui, effectivement, je pense que c'est une grande victoire pour tous ceux qui défendent la laïcité au Québec. À la fois parce qu'il faut comprendre qu'en première instance, le juge avait décidé que la loi sur la laïcité, certains de ses aspects importants n'étaient pas applicables aux commissions scolaires anglophones. Donc, on pouvait se retrouver, par exemple, avec un professeur qui enseignait le visage couvert devant les élèves dans une école anglophone. Donc, le droit des services publics laïques se trouvait à être rendu en grande partie non applicable aux commissions scolaires anglophones. Alors ça, c'est vraiment la grande victoire parce que ça, c'est cet aspect-là du jugement de première instance est renversé par la Cour d'appel. Et l'autre grand aspect, il y en a plusieurs autres, mais la disposition de souveraineté parlementaire, donc qu'on appelait autrefois de dérogation. Et là, la Cour vient nous rappeler à quel point c'est vraiment lié à la souveraineté du Parlement. C'est pas une question de violation des droits, c'est vraiment la souveraineté du Parlement. Donc, ce sont les travaux de moi-même, de plusieurs collègues depuis des années. On met de l'avant qu'il s'agit vraiment d'une disposition qui permet aux élus, ultimement aux électeurs, parce que la clause est à renouveler aux 5 ans, puis il y a les élections au maximum aux 5 ans. Donc, c'est vraiment une clause qui permet aux élus et aux électeurs de mieux protéger les droits et libertés. Et dans ce cas-ci, je pense que c'est un triomphe pour le droit des services publics laïques. Peut-être un mot de Louis-Philippe Lampron sur cette expression souveraineté parlementaire. Je sais que j'ai vu récemment, je ne me souviens plus où, une phrase de vous qui disait je n'aime pas ce rebranding de la clause dérogatoire. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, la Cour d'appel, d'une part, parlons de l'arrêt, par ça, je vais revenir sur ce branding-là ou le rebranding de la disposition de dérogation, là. C'est effectivement une victoire à plate couture, là. Je veux dire, c'est même une défaite très, très sèche pour les opposants, là. Moi, je m'attendais à beaucoup en fait, j'avais prévu plusieurs des décisions sur le fond de la Cour d'appel, mais je m'attendais pas au ton, on en parlait tout à l'heure. Et c'est vraiment un ton qui est sans appel, là. Les arguments, la quasi-totalité des arguments, sauf un là, sur le droit de se porter candidat aux élections, c'est rejeté, mais c'est rejeté sèchement par la Cour d'appel. Hein. Je veux dire, sur les lois préconfédératives, sur l'article 33, et particulièrement sur l'article 33, on sent que la Cour d'appel affirme son adhésion à l'arrêt Ford, alors que c'est vraiment là, la question qui est au cœur des arguments des opposants. L'arrêt Ford, c'est cet arrêt de 1988 là, sur la loi 101, dans lequel les juges disaient, la disposition de dérogation, elle existe, puis elle a été utilisée correctement par les gouvernements. Puis là, il y avait le gouvernement Lévesque qui l'avait utilisé dans toutes ses lois à partir de 1982. Donc, forcément, ça a fait jurisprudence. Et là, la Cour d'appel semble, comme ça, adhérer à cette vision-là. Les critères, c'est dire essentiellement, le législateur, il n'y a pas de frein. Il le dit expressément, il l'intègre dans une loi, puis à partir du moment où il l'a mis dans une loi, puis que c'est affirmé expressément, c'est ça que Ford dit, les tribunaux sont hors jeu. Alors là, la question devant les tribunaux, c'est beaucoup de se dire, est-ce que depuis 88, l'évolution de la jurisprudence, on n'est plus dans le même contexte sociopolitique, est-ce que c'est pas le temps de revoir les conditions de validité de Ford? Et donc, le juge Blanchard, il laissait entendre qu'il était pris par le stare decisis, là, la règle du précédent, puis c'était pas à lui de réécrire un arrêt de la Cour suprême, mais on sentait qu'il n'en pensait pas moins. Alors que la Cour d'appel, elle le dit, là, je veux dire, elle adhère aux critères de Ford. Et donc, pour elle, Ford, il n'y a pas vocation à être visité, puis il n'y a pas de conditions supplémentaires à être rajoutées. Et donc, le législateur a utilisé la disposition de dérogation à la québécoise et à la canadienne valablement. Mais comme l'a dit Guillaume, est-ce que ça renforce pas l'idée d'une disposition de souveraineté parlementaire? Parce que c'est pas mal ça qu'il dit. C'est le reste est politique, là. Les juges, parfois, doivent se plier à cette disposition-là. Puis,
laisser finalement la population, à un moment donné, décider. Oui. Ben, c'est là où je m'oppose notamment à Guillaume, mais à d'autres là-dessus. Pour moi, c'est moins une victoire pour la laïcité, cette décision-là de la Cour d'appel, qu'une question de clarification, puis peut-être même pour moi là une brèche dans le régime de protection des droits fondamentaux à travers la reconnaissance mur à mur de la capacité des législateurs à suspendre les droits fondamentaux. Fait que moi, où j'ai du mal avec l'idée de parler de l'article 33, c'est de ça dont on parle, de la Charte canadienne, comme une clause de souveraineté parlementaire, plutôt que comme une disposition de dérogation, c'est qu'il faut revenir à l'idée qui est derrière la dérogation, au-delà là, des conflits de légitimité qui concernent le rapatriement sans le consentement du Québec en 1982. On ne peut pas en faire abstraction en même temps, non? Non, mais c'est au cœur du débat, on est bien d'accord. Mais là, il y a toute la question de la Charte québécoise, on pourrait y revenir. Mais pourquoi ça m'agace, moi? C'est qu'il est quand même question d'une suspension d'un régime de protection aux droits fondamentaux. Bien sûr, le droit du dernier mot dans le texte de la canadienne et de la québécoise, c'est clair, là, puis la Cour d'appel, elle insiste là-dessus. Il revient aux législateurs. Je veux dire, ça, c'est le texte de 33 et de 52. Maintenant, la question de la dérogation préventive, c'est sûr que là, c'est un petit peu escamoté. Je sais que la Cour d'appel s'y attaque, puis qu'encore une fois, c'est une adhésion claire au principe de 88, mais de là à parler juste d'une technicalité ou d'une disposition de la souveraineté parlementaire, c'est pas à l'Assemblée nationale de déterminer quand est-ce qu'elle respecte les droits fondamentaux. C'est à un tiers indépendant. Maintenant, on peut parler de la légitimité des tiers indépendants qui sont chargés d'interpréter les droits fondamentaux. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais de commencer. Puis on peut parler aussi de la possibilité pour des élus de protéger les droits et libertés. C'est pas uniquement les juges, n'est-ce pas, Guillaume? Oui, parce que ce qui est intéressant aussi dans ce jugement-là, c'est que la Cour prend acte que dans la loi sur la laïcité de l'État, on consacre le droit à des services publics laïques, à des institutions publiques, dans la mesure prévue par cette loi-là. Donc, le but de l'interdiction du port de signes religieux, le but qu'il y ait une obligation de visage découvert pour les fonctionnaires, c'est que les bénéficiaires de services publics aient accès à des services publics laïques. Donc, c'est le législateur qui décide de mieux défendre nos droits, de prendre la jurisprudence telle qu'elle existe, mais de la réorienter à certains égards, parce que la jurisprudence, c'est beaucoup les syndicats, c'est beaucoup les commissions des droits, c'est des gens qui ont de l'argent qui font avancer leur cause, mais le bénéficiaire des services publics, lui, il y a très peu de gens pour le défendre, il n'y a pas de gros lobby, donc il faut que le législateur, à un moment donné, prenne la pôle et défende les bénéficiaires de services publics qui avaient été négligés par la jurisprudence, et là, vraiment, on consacre vraiment, on reconnaît le droit des services publics laïques, même pour les anglophones, et ça, c'est vraiment une grande victoire. Puis l'autre chose qui est intéressante par rapport à Ford, c'est que certains disaient la différence entre la loi 21 et la loi 101 à l'époque de Ford, c'est que maintenant, il y a les clauses dérogatoires des deux chartes des droits, alors que dans Ford, c'était seulement la charte canadienne. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la Cour met de côté l'argument qui avait été plaidé par certains de dire, puisque c'est les clauses dérogatoires des deux chartes des droits, qu'on critique le gouvernement des juges, qu'il y a du populisme et tout, qu'il y a de plus en plus d'usage de la disposition, il y a tout un contexte qui fait qu'il faut revoir Ford. Alors, c'est complètement mis de côté comme argument. La Cour d'appel dit non, il y a toujours eu des usages de la clause dérogatoire de manière ininterrompue depuis que la clause existe dans la Charte québécoise. Et c'est pas vrai qu'il y a un contexte qui permet de mettre de côté Ford. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y avait cet argument-là souvent qui était soulevé, que le fait d'invoquer la clause des deux chartes, c'est comme si c'était quelque chose d'extraordinaire qui changeait tout, alors que non, c'est la souveraineté parlementaire qui s'exprime. Et si elle ne pouvait s'exprimer qu'à l'égard d'une des deux chartes, ben ça fonctionnerait pas parce que la Charte québécoise, c'est une courroie de transmission de la jurisprudence de la Charte canadienne. Donc à ce moment-là, elle n'a pas d'autonomie. Hein? Exactement. Si on limitait l'usage des clauses d'une des deux chartes, on disait vous pouvez pas mettre les clauses des deux chartes, ben ça équivaudrait à faire sauter les deux clauses dérogatoires. Donc la Cour là-dessus a été très cohérente, très solide, a mis de côté tout ce travail. Puis même il y a un passage absolument délicieux là-dessus concernant cet argument comme quoi on devrait pas utiliser les clauses des deux chartes. La Cour dit, et je cite, les défenseurs de cette thèse n'avancent aucun argument juridique. J'ai jamais vu ça dans le jugement. Donc, c'est que de la politique qui a été plaidée, c'est de l'idéologie. Et là, la Cour rend un jugement en droit, donc ça fait du bien. Il y a beaucoup de choses à dire. Bien sûr. Là, le régime de protection des droits fondamentaux, là, je veux pas faire mon François Legault puis sortir une pomme puis une banane, non, mais tu sais, faut pas qu'on fasse les pommes et les bananes. L'idée, en fait, derrière, on remonte à 1948, là, OK? Il faut juste revenir à c'est quoi les droits fondamentaux puis pourquoi ça prend un tiers indépendant.
Là, j'entends que la loi sur la laïcité, c'est formidable parce que le législateur protège mieux les droits fondamentaux. Mais là, on fait quand même l'économie du fait que ça n'a jamais été testé, là, la proposition sur la compatibilité avec les droits fondamentaux des groupes qui sont affectés par l'interdiction qui a été rajoutée par la loi sur la laïcité. Ça vient d'être testé, puis c'est positif. Non, mais là, les anglophones, c'est autre chose. Les anglophones, ça, c'est l'article 23, les droits linguistiques. Mais le cœur du débat, depuis le début, là, ce dont il est question, c'est la question de le désavantage imposé sur les membres des groupes minoritaires religieux qui croient sincèrement devoir porter des signes religieux. C'est la conception du droit à l'égalité. Ça, c'est au cœur du débat. Maintenant, ça ne veut pas dire que le législateur n'aurait pas pu démontrer la raisonnabilité de la loi sur la laïcité de l'État. Mais le problème avec la dérogation préventive, c'est que nous n'avons jamais fait l'évaluation, nous n'avons jamais fait le test. Et là, on parle de la dérogation. On parle même du fait que la dérogation, maintenant, ça permet aux législateurs de mieux protéger les droits fondamentaux dans un contexte où, quand même, c'est fort le café. On peut pas nier le fait que ceux qui subissent des désavantages, c'est pas la majorité de la population du Québec. Oui, mais ceux qui ne portent aucun signe religieux, c'est les groupes minoritaires. Maintenant, mais ceux qui subissent des désavantages peuvent se plaindre, je pense à ce passage-là que j'ai souligné, la société civile dont on ne peut ignorer le poids et l'importance en matière de protection des droits et libertés, de son côté, pas dépourvue de moyens si elle estime inapproprié l'usage que le législateur fait des dispositions de dérogation. Donc, il y a de la politique. Il me semble que ça fait des années, justement, qu'on inhibe les politiciens et les législateurs en leur disant « Faites rien, d'abord le test des tribunaux ». Est-ce que ça relance pas la politique, ce jugement-là, où ça responsabilise les élus? C'est ça, exactement. Parce qu'eux autres aussi peuvent défendre des gens qui se croient lésés dans leurs droits et libertés et ils l'ont fait dans le passé. C'est pas uniquement aux juges à faire ça. C'est pas uniquement aux juges à faire ça, c'est très, très clair. Et de toute façon, ce qu'il ne faut pas oublier, puis ça, c'est la tâche aveugle de la critique du gouvernement par les juges, c'est que dans le régime constitutionnel canadien, et même parce qu'encore une fois, là, je veux dire, il y a la posture qu'on a par rapport au régime constitutionnel de 82. On peut le juger illégitime, mais si jamais on juge un régime illégitime, on peut pas enlever les principes qui parlent d'un régime effectif de protection des droits fondamentaux. C'est de ça dont il est question quand on parle d'une dérogation aux deux chartes en même temps. C'est de dire, il y a beaucoup d'arguments qui sont mis de l'avant, certains se contredisent, puis l'argument de l'illégitimité de la Charte canadienne de 1982, alors qu'on déroge aussi à la Charte québécoise, je comprends bien là que pour l'instant, il n'a pas d'autonomie, mais si on veut protéger tu l'as écrit toi-même, Louis-Philippe, bien sûr, n'a pas d'autonomie. Ouais. Tout à fait, mais ce qu'on veut, en fait, c'est de s'assurer d'un régime de protection des droits fondamentaux qui soit effectif. Et ce qui est antinomique, c'est que ce soit l'instance qui doit respecter les droits et libertés de la personne, qui définit elle-même quand est-ce qu'elle respecte les droits fondamentaux puis quand est-ce qu'elle les viole. L'exemple qu'on donne, parce que c'est caricatural, puis là, je ne fais aucune comparaison avec le gouvernement du Québec, mais imaginons-nous un Donald Trump qui serait responsable de déterminer quand est-ce qu'il respecte l'état de droit puis quand est-ce qu'il viole. C'est juge et parti, en fait. Fait qu'il faut juste être capable de trouver un équilibre. Moi, ce que je trouve malheureux avec le recours préventif à la disposition de dérogation pour la loi sur la laïcité de l'État, c'est que moi, que je crois qu'il y avait une portion peut-être importante de cette loi-là qui aurait pu passer le test, qui aurait pu être jugée raisonnable, comme une atteinte raisonnable aux droits fondamentaux. Mais là, on ne parle pas de ça. On ne parle que de l'utilisation de la disposition de dérogation. Et ça force même les opposants, puis je me tais après, ça force même les opposants à développer une myriade d'arguments créatifs qui ont tous été rejetés par la Cour d'appel ici, là, pour contourner la disposition de dérogation. Alors, je veux dire, c'est malheureux parce qu'on aurait pu faire l'analyse, le gouvernement aurait pu être rassembleur à quelque part en allant devant les tribunaux, dans l'arène judiciaire, puis en disant sont où les arguments permettant de dire que ce qui se passait avant la loi 21, là, ça tient plus, puis que maintenant, il faut restreindre davantage les droits d'une portion importante de la population du Québec. Guillaume c'est ça qu'on fait pas. Là-dessus? Oui, bien rapidement, en fait, autant le procureur général que le mouvement laïque québécois que pour les droits des femmes, jamais on est allé là en disant « Ah, notre loi viole les droits fondamentaux, mais on va vous expliquer pourquoi c'est justifié. » Non, la loi ne viole pas les droits fondamentaux. Il existe une telle chose. Dans la liberté de religion, il y a deux facettes.
il y a le libre exercice et il y a le devoir de neutralité religieuse. Et quand on est un représentant de l'État dans l'exercice de ses fonctions, c'est le devoir de neutralité religieuse qui l'emporte sur le libre exercice. Quand on est dans le privé, quand on est une partie privée, quand on est un représentant de l'État, mais pas dans ses fonctions, là, c'est le libre exercice religieux qui l'emporte. Mais c'est clair, lorsqu'on est un représentant de l'État dans l'exercice de ses fonctions, on a un devoir de neutralité. Donc, on n'a pas à justifier une atteinte à une liberté de religion. Il n'y en a pas d'atteinte à la liberté de religion. Donc, c'est toujours ce qu'on a dit depuis le début. Fait qu'on n'a juste pas embarqué dans la logique des opposants à la loi sur la laïcité qui nous disaient non, il y a une atteinte au droit, puis on la démontre pas vraiment, mais on vous demande de la justifier. Non, on n'est jamais allé là. On a toujours tenu la ligne que il n'y avait pas de violation de la liberté, qu'on n'avait pas à justifier de violation, qu'il n'y en avait pas. Mais pourquoi avoir dérogé? Dans l'affaire de la prière de Saguenay, la Cour suprême a dit pas « nous violons la liberté de religion du maire de Saguenay en l'empêchant de faire sa prière ». Non, c'est son devoir de neutralité religieuse qui découle lui-même de la liberté de religion. Donc, pourquoi déroger alors, pourquoi comme dit Louis-Philippe Lampron? Ben parce qu'on sait qu'on a raison. Donc, pourquoi qu'on dirait au tribunal, on sait que c'est ça. On veut pas que la loi... Parce que si t'as pas de dérogation, là, tu peux avoir un juge de première instance qui suspend ta loi en attendant le procès 1 an plus tard, en attendant le jugement 1 an et demi plus tard. Comme ce qui est arrivé à la loi de Philippe Couillard. Oui, quand t'as pas de clause dérogatoire, la loi est suspendue très rapidement. C'est la nouvelle tendance de la jurisprudence. Donc, on veut que notre loi soit appliquée. On veut protéger. Là, pendant le procès, là, il y a eu des témoins, des femmes musulmanes qui sont venus parler de leurs enfants, qui sont victimes de prosélytisme, qui veulent pas de figure d'autorité, qui font la promotion de prosélytisme religieux, de pratiques contraires à l'égalité homme-femme. Nous, on veut pas qu'un juge de première instance, un peu orienté comme l'était le juge Blanchard ou d'autres, viennent suspendre nos lois. On veut défendre ces femmes-là, on veut défendre ces enfants-là, et on sait qu'on a raison juridiquement en se basant sur l'arrêt mouvement laïque. Donc, on n'a pas de raison d'aller justifier en s'excusant. Non, on sait qu'on a raison, on met la clause dérogatoire, on plaide nos arguments, puis on gagne. Louis-Philippe Lampron, est-ce que la clause dérogatoire ou la disposition de dérogation, c'est pas une manière de dire pour les élus, ben nous, on sait ce que vous allez nous dire parce qu'on a vu la jurisprudence. On n'est pas d'accord avec votre interprétation des droits et on est dissident, dans le fond. C'est ça. C'est pas ça qu'on a dit quand on a adopté la loi, mais c'est une hypothèse. Bonne question. Je sais, mais moi, c'est comme ça que je lis l'affaire parce que je vois les juges ne pas s'entendre entre eux. Parce que souvent, il y a des dissidences importantes. Ils changent d'idée sur les droits fondamentaux. Évidemment, Rodriguez et Carter sur l'aide médicale à mourir, c'est totalement différent. C'est le même droit, le droit à la vie. Donc, pourquoi les législateurs, eux, pourraient pas, pour 5 ans, imposer leur interprétation? C'est ça que pourquoi ce serait nécessairement une violation à un droit plutôt que... Est-ce que c'est pas plutôt une autre interprétation? Ben, c'est la question du tiers indépendant qui est fondamentale pour qu'on parle d'une protection effective des droits et libertés, parce que sinon, on revient au régime où les droits ont une portée déclaratoire. Puis une portée déclaratoire, on peut s'essuyer les pieds dessus, parce que dans les faits, il y a rien qui nous contraint à les respecter, en fait. On est vraiment purement dans le domaine politique. Alors, quand on a un contre-pouvoir qui est effectif, pour qu'il soit effectif, ça implique un tiers qui peut forcer celles et ceux qui doivent respecter les droits fondamentaux, puis en droit international, canadien, québécois, c'est largement l'État, le gouvernement, les institutions publiques qui doivent les respecter. Et pour que ce soit effectif, puis pour qu'on ne se contente pas du fait que l'État dise « j'ai raison, il n'y a pas d'atteinte aux droits fondamentaux, fiez-vous sur moi », ben nécessairement, ça implique un examen par un tiers indépendant. Après ça, on pourra débattre de l'identité du tiers, moi j'ai pas de problème avec ça, mais ça prend un tiers indépendant. Bon, moi ce que j'entends là, c'est deux choses là. C'est le fait que moi, le fait de dire qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits, mais on déroge, j'ai un problème de rhétorique là, avec ça, là, nécessairement. Mais moi aussi, j'en ai un autre sur le fait qu'on est-ce qu'on déroge pas une interprétation? Parce que les droits, c'est pas... Mais ça peut être testé. C'est pas dans le ciel des idées, là, les droits. J'entends bien, mais dans les faits, on est d'accord que dans l'état actuel de la jurisprudence, on aurait conclu à une restriction à au moins 2 droits fondamentaux, c'est la liberté de religion puis le droit à l'égalité pour les groupes minoritaires. À mon sens, là, on parle de l'approche en 2 étapes, là. Restriction, justification. Pour qu'il y ait une violation de la charte, il faut que l'atteinte ne se justifie pas dans une société libre et démocratique. Donc, c'est là où le gros de l'analyse aurait dû être fait, à mon sens. Puis pour moi, il y avait même des chances que l'État, dans l'état actuel de la jurisprudence canadienne et québécoise, que ça passe, en fait. Là, le problème, c'est que on revient à 2019. C'est quoi les arguments mis de l'avant par le gouvernement Legault puis Simon-Jeanin Barrette, ministre responsable à l'époque? Il y en avait 2. Un, on veut éviter des contestations judiciaires. Ça, c'est raté, de chez raté. On appelle ça la sécurité juridique en droit civil.
OK, mais je veux dire, ça n'a pas marché, là. Je veux dire, on est en cour d'appel puis on s'en va en cour suprême. Bon. Deuxième argument, c'était celui dont tu parlais tout à l'heure en disant, dans la loi 62, il y a un juge qui a suspendu la loi. Ça, c'est la loi sur la loi sur le visage couvert, là, je le dis pour les auditeurs. La loi Couillard, là. C'était Philippe Couillard, c'est le gouvernement libéral de Couillard qui l'avait fait passer. Bon. Et donc, là, on se sert de cette exception-là pour dire, si on ne déroge pas, on risque de se faire suspendre sa loi. Très bien. À la limite, moi, je suis pas d'accord avec le fait que c'est la nouvelle tendance, parce que j'aimerais ça qu'on me donne d'autres exemples que la loi 62. Puis je trouve qu'on fait aussi largement abstraction du fait que la loi 62, elle a été suspendue parce qu'elle était tout croche, beaucoup plus que parce qu'il y avait une atteinte aux droits fondamentaux. Elle tenait pas debout, la loi 62, là, dans sa structure. L'argument a été les droits fondamentaux, non? Ben, il y avait une partie d'argument, mais il y avait aussi une problématique dont on savait même pas la prévisibilité, là, on savait même pas ce que ça impliquait, comment la mettre en œuvre. Bon. Mais la disposition de dérogation, mettons que c'est ça l'enjeu. Ben, très bien. S'il y a un juge qui la suspend, la loi, de manière illégitime et contraire à l'état du droit ou en principe, pendant toute la contestation de la constitutionnalité d'une loi, la loi continue à produire des effets. Fait qu'elle va produire des effets pendant 10 ans. Ça, c'est quand même pas en faveur de l'idée du gouvernement par les juges. Ben là, il y aurait plus de légitimité à dire on va déroger aux droits fondamentaux a posteriori. Le problème, c'est le a priori, puis toute la rhétorique qui vient derrière le fait qu'on essaie de justifier une suspension des droits fondamentaux, pas juste l'exercice de la souveraineté parlementaire, puis une impossibilité, alors que c'était le cas avant la dérogation, de remettre en cause la légitimité et la légalité de la décision, puis de ce qui est au cœur de la loi 21. Moi, Guillaume Mousseau là-dessus, rapidement. Donc, il ne faut pas oublier que il y a des droits acquis dans la loi 21. Donc, à partir du moment où on considère que les représentants de l'État, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, c'est le devoir de neutralité qui l'emporte et non pas le libre exercice, ben, il faut comprendre qu'en permettant le port de signes religieux par des personnes en autorité parce qu'elles étaient embauchées avant l'adoption de la loi, on vient effectivement porter atteinte à la liberté de religion. Donc, à ce moment-là, les droits acquis, effectivement, c'est une atteinte à des droits. Donc, il fallait la clause dérogatoire pour protéger les droits acquis de la loi 21. Donc, ça, et tu le prends à l'inverse. C'est l'aspect créatif. À cet aspect technique juridique, il y avait la raison politique. Donc, le but, c'était de dire, c'est le Parlement qui décide, c'est les élus québécois qui décident. Et à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mécanisme. Le fameux tiers neutre, il y a des problèmes dans la nomination des juges. Donc, on peut imaginer un système où il y aura un tiers neutre, un extraterrestre qui débarque sur Terre pour rendre des jugements. Ça n'existe pas. Donc, le tiers neutre, il y a un problème avec ça. En théorie, c'est bien. Dans les faits, ça ne fonctionne pas, surtout avec le mode de nomination des juges. Au Canada, ça fonctionne, à mon avis, ça fonctionne pas malheureusement avec tous les problèmes qu'on sait, la nomination par le fédéral. C'est vraiment pas l'idéal. Par contre, qu'est-ce qui fonctionne bien? C'est le parlementarisme. On a l'opposition. On a l'opposition qui a des droits, qui pose des questions, qui fait venir des gens, qui contrôle la moitié de la liste des invités, plein de gens qui viennent en commission parlementaire, des gens qui manifestent à l'extérieur. On a la colline parlementaire, on a des journalistes qui challengent les politiciens. La Cour dit l'électorat détient le pouvoir de défaire le gouvernement qui aurait usé ou abusé de la faculté de dérogation. Ils peuvent voter aux élections. Puis c'est le système britannique, puis le système britannique dans l'histoire, c'est un des pays qui a mieux respecté les droits de la personne, mieux que les États-Unis avec leur suprématie judiciaire, puis leur Cour suprême ultra puissante. C'est pas génial comme système. Trump nomme ses juges, puis c'est pas mieux. Puis l'avortement, Roe versus Wade est renversé. Exactement. Le système britannique avec une opposition qui a des droits, qui a des budgets de recherche, avec des journalistes qui challengent, avec des vrais débats, une période des questions où l'opposition a vraiment du temps pour poser des questions au ministre qui a déposé son projet de loi avec la clause dérogatoire. On a, avec des droits et des libertés qui sont encadrés, on a un bon système parlementaire au Québec, un des meilleurs au monde, et ça protège nos droits fondamentaux. À partir du moment où les électeurs sont actifs, ils parlent à leurs députés, ils sont dans les lignes ouvertes, sont sur les réseaux sociaux, ils défendent leurs droits, interpellent leurs députés, c'est un très bon système pour protéger nos droits fondamentaux. On n'a pas besoin de prétendus tiers neutres, objectifs, indépendants, qui seraient extraterrestres, mais dans les faits, ils ne sont pas extraterrestres. Est-ce que ça peut pas être bon d'avoir justement un dialogue entre le tiers neutre indépendant, le Parlement, oui, mais si quand le Parlement met pas la clause dérogatoire, ben c'est correct. Les juges se prononcent sur toutes les articles. Donc, c'est ça qui est bien. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que là, la Charte canadienne, on sait qu'elle est légitime à cause du rapatriement unilatéral sans le Québec. Mais quand le Québec met pas la clause dérogatoire,
il consent au contrôle de constitutionnalité. Donc, ça légitimise le contrôle de constitutionnalité quand le Parlement décide de ne pas mettre la clause dérogatoire. Ouais. Donc, la clause dérogatoire, elle légitimise tout l'appareil de contrôle de constitutionnalité auquel Louis-Philippe tient tant. Fait que je ne sais pas pourquoi on veut limiter l'accès à la clause dérogatoire alors qu'elle est au fondement même de la légitimité qui, autrement, serait très, très faible, considérant le rapatriement de la Constitution sans le consentement du Québec, puis considérant le fait que la Charte québécoise n'est que la courroie de transmission de la jurisprudence de la Charte canadienne. Louis-Philippe Lampron, en terminant, malheureusement, on achève. On était bien parti. On aurait pu parler très longtemps, mais on a encore quelques minutes. Là, il va falloir qu'on fasse un colloque. Moi, OK, il y a deux éléments, en fait, de tout ce que j'entends. Là, je veux dire, c'est pas une question d'avoir un extraterrestre, puis c'est pas d'avoir un tiers neutre et objectif qui va définir la vérité du droit fondamental. C'est l'idée du tiers indépendant. On ne doit sortir de l'idée du juge et partie. Puis les droits fondamentaux, quand on remonte dans l'histoire, là, il y a une instance qui doit les respecter, puis c'est l'État. Je veux dire, c'est arracher petit morceau par petit morceau ces zones d'autonomie personnelle-là. Puis après ça, en 1948, le changement de paradigme, c'est la protection des groupes minoritaires. Puis pour s'assurer que la démocratie, donc, qui demeure la loi du plus fort, je veux dire, c'est ça le parlementarisme, le gouvernement majoritaire en ce moment, les oppositions, elles parlent, c'est formidable, qu'il y a plein de bonnes choses, mais on a vu pendant la pandémie le pouvoir des oppositions par rapport à un gouvernement majoritaire, et c'est une bonne chose, il faut que les choses avancent dans l'État. C'était en urgence sanitaire, là, il y avait... Je comprends, mais en toutes circonstances, un gouvernement majoritaire, il peut imposer son agenda, et c'est ça la démocratie. La majorité de la Cour suprême aussi, ça fonctionne la majorité 5 contre 4? J'entends bien sur la question de la Cour suprême et le contrôle de constitutionnalité, mais moi, je suis pas là pour défendre la Cour suprême du Canada, je suis en train de dire qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et que l'idée du tiers indépendant, c'est propre à l'état de droit, c'est les 3 branches du pouvoir, c'est l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et il faut regarder la situation avant l'utilisation de la dérogation, puis après, on avait un système contraignant. Ouais, mais tu dis toi-même, Louis-Philippe, qu'il y a un problème avec la nomination du tiers dit indépendant au Canada. Parce que Conseil constitutionnel québécois, je pense pas lequel on s'entendra sur le mode de nomination, puis après ça, on fera des contrôles de constitutionnalité. Je pense pas qu'un juriste, mettons, comme Guillaume Rousseau, avec les positions qu'il a, serait jamais nommé par... à quelque cours que ce soit par un gouvernement Trudeau et même Poilievre. Oui, là, on entre dans un débat plus sur la légitimité politique, puis moi, c'est beaucoup ce que je déplore dans le débat actuellement. C'est un méchant problème, ça. C'est un méchant problème. Mais parce que M. Yves-Marie Morissette, il peut avoir écrit ce qu'il a écrit, mais quelqu'un qui pense l'inverse serait jamais nommé dans un tribunal, Cour supérieure, Cour d'appel ou Cour suprême, non? Sur l'article 33, écoutez, faudrait voir, parce que là, c'est un article, on fait référence à un article de 2002 d'une part, puis les propos du juge Morissette, qui était à l'époque avocat, je pense, je veux dire, il parlait d'un consensus. Il était doyen de la faculté de droit de McGill, oui. Ouais, c'est ça, mais il parlait d'un consensus. L'article 33, à un certain moment, c'était à peu près lettre morte, le contentieux là-dessus. Ça a été réactivé suite au débat sur la loi sur la laïcité de l'État. Mais je veux dire, mon ancien directeur de thèse pensait même le retirer de son cours de bac tellement, je veux dire, Ford avait canné le truc pour n'en parler plus. Bon. Alors là, la question là de le tiers indépendant puis le Conseil constitutionnel à la québécoise, l'idée là de la Charte québécoise puis de la Charte canadienne, puis là, on est dans la légitimité politique puis dans la défense d'un régime effectif de protection des droits fondamentaux. Si le Québec, son problème, c'est la légitimité de la Charte canadienne, c'est la légitimité des arbitres imposés par le régime constitutionnel de 1982, il y en avait plein de solutions pour être capable de faire passer la raisonnabilité tout en ne foutant pas aux poubelles le régime de protection des droits fondamentaux. On aurait pu se tourner vers la Commission des droits de la personne. Je veux dire, la Commission des droits de la personne, là, elle n'a pas de problème de légitimité au Québec. C'est nommé par l'Assemblée nationale. Puis, je veux dire, on aurait pu charger la Commission des droits de la personne de l'évaluation, de la raisonnabilité, au fond, de la proposition faite par la loi sur la laïcité de l'État. Fait que tu déroges juste à la canadienne. Moi, c'est ça que je proposais par ailleurs en 2005 dans le texte dont on a parlé. Oui, la Commission des droits de la personne, tout ce qu'elle fait, c'est référer à la jurisprudence anglo-canadienne de Common Law. C'est tout ce qu'elle fait à pleine page dans ses rapports. Elle n'a aucune pensée civiliste par rapport aux droits de la personne, la Commission des droits. Mais voyons, la Commission des droits, c'est la courroie de transmission de la jurisprudence anglo-canadienne. Comme la Charte québécoise. OK. Alors donc, la solution du régime, c'est qu'en attendant, je sais pas quoi, il y aura plus de tiers indépendants chargés de faire vérifier si l'État respecte les droits fondamentaux ou ça va être au bon vouloir du gouvernement. Quand il va décider d'utiliser la disposition de dérogation, il va être en mesure de dire dans l'espace public, fiez-vous sur moi, je respecte les droits fondamentaux, il va falloir avaler ça. C'est ça qui marche pas. Débat au Parlement, à chaque fois qu'il y a une clause dérogatoire, pas à chaque fois, là, quand c'est des régimes de retraite qui discriminent les
les hommes contre les femmes. Il n'y a à peu près Il pas va de débat au avoir- Parlement. Personne ne se pose de questions. Il va y avoir un débat sur la loi Quand c'est la 52. laïcité, là, il y a un gros débat. Les ministres se défendent, le gouvernement se défend. Il y a une élection après. Puis ça a l'air que les électeurs sont d'accord avec l'usage de la clause dérogatoire dans la loi sur la laïcité. Mais le cœur de la loi sur aux la... élections et aux sondages. Je me souviens quand le gouvernement libéral a décidé de ne pas reconduire la clause dérogatoire dans sa deuxième loi, le gouvernement Bourassa en 93, je crois, dans sa loi 178. Il faut regarder aussi le bilan des fameux tiers neutres, la destruction de la loi 101, le déclin du français. C'est ça le résultat. Moi, je veux bien les idées abstraites de tiers neutres qui protègent les droits. Moi, je regarde les faits, les jugements de la Cour suprême qui ont détruit la loi 101, le recul du français. C'est ça la réalité. Si le Québec a pu sa clause dérogatoire, c'est le recul du français, c'est le recul de la laïcité potentiellement. Fait qu'à un moment donné, c'est bien beau les idées abstraites, mais il faut regarder les résultats concrets. Louis-Philippe Lampron, on est obligé de terminer malheureusement, c'est plate. C'est horrible. C'est horrible. Parce qu'il y a quand même la question... tous les deux. Oui, on reviendra. Avec plaisir. On finira. Alors, on reprendra exactement un mot de la fin. Un mot de la fin. OK. Alors, la loi 101, c'est parce que la minorité qu'on protège dans la loi 101, c'est la minorité francophone. Parce que là, je veux dire, c'est l'idée largement minoritaire au Canada et en Amérique du Nord. Alors, mais la loi 21, l'effet négatif, puis là, je suis pas en train de dire que ça n'est pas défendable, ni justifiable, raisonnable ou quoi que ce soit, mais l'effet négatif, il est contre un groupe minoritaire au Québec. Non, c'est deux choses complètement différentes. C'est toutes les personnes qui veulent porter des... Est-ce que c'est pas toutes personnes qui veulent porter des signes religieux, même? Oui, mais un curé qui voudrait être, je sais pas. Non, mais les curés, c'est pas des officiers dont on parle. On parle de citoyens. C'est pas la question. On veut pas qu'il y ait des imams. Puis, tu sais, ça, c'est pas ça le débat de la loi sur la laïcité. C'est les individus. Puis, je veux dire, ça donne que la majorité de la population du Québec, elle a aucun effort à faire pour respecter cette interdiction-là. Fait que je suis pas en train de dire que le régime proposé par la loi 21 ne constitue nécessairement quelque chose qui ne passe pas, c'est là où l'argument de la comparaison avec ce qui se passe en Europe est très intéressant, parce que ça peut passer le test de la proportionnalité. Je suis en train de dire que là, en dérogeant, on empêche l'évaluation par un tiers indépendant de se faire, et on empêche le gouvernement de convaincre, en fait, qu'il avait des motifs sérieux à faire valoir pour justifier cette restriction-là. Il faut s'arrêter, malheureusement. On a gagné le débat. Partout. Il faut s'arrêter. En tout cas, la Cour d'appel a dit qu'on pouvait déroger. Puis que elle a dit, on est sur la Cour d'appel. C'est assez clair. Victoire. Merci infiniment. Donc, Louis-Philippe Lampron de l'Université Laval et Guillaume Rousseau de l'Université de Sherbrooke et aussi avocat du mouvement laïque. Merci infiniment et à la prochaine chicane. Salut. Salut. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Alors, c'est l'heure de la chronique consti avec notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon, accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Bonjour Patrick. Bonjour Antoine. Deux sujets s'imposent aujourd'hui. D'abord, le décès de Brian Mulroney. Quelle est sa vision constitutionnelle? Puis ensuite, évidemment, ce jugement incroyable de la Cour d'appel du Québec sur la loi 21. Donc, Brian Mulroney, c'était quel type de vision constitutionnelle selon toi? Mais c'est clair que tout le monde va insister à juste titre sur sa vision de réconciliation entre le Québec et le reste du Canada. Oui, réparatrice, hein, c'est ça? Réparatrice, ce rêve d'une grande majorité de Québécois, là, une grande partie des indépendantistes le sont en vérité des fédéralistes déçus, pas tous, mais certains. Mm-hmm. Et il y a une grande partie des fédéralistes québécois qui aimeraient voir la fédération évoluer dans le sens des intérêts du Québec. Et je pense que c'est vrai que Pearson a fait des choses là, intéressantes à l'époque de Jean Lesage. Dans les années 60, oui. Il n'y a jamais personne qui a essayé d'aller aussi loin dans le sens des intérêts du Québec à Ottawa que Brian Mulroney. Ça n'a pas marché, mais il a vraiment essayé. Il a même essayé à 2 reprises avec l'échec de Charlottetown. Puis il faut se rappeler que c'est pas juste un échec, parce qu'il y a eu un moment où Brian Mulroney a eu un succès sur le plan constitutionnel. L'accord du Lac-Meach porte bien son nom. Les 10 premiers ministres des provinces s'étaient réunis au Lac-Meach, avaient donné leur parole. Donc là-dessus, ils pouvaient se dire mission accomplie. Peut-être que la naïveté aura été de faire confiance ensuite aux gens qui donnent leur parole et qui disent oui, on va le signer cet accord-là pour le Québec, et on va le ratifier ensuite dans nos parlements. Oui, parce qu'une fois signé, il fallait attendre le délai
que la Constitution prescrivait, c'est-à-dire 3 ans. 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Ben, des alternances. Et surtout, c'est là qu'il faut se rappeler du contraste. Les changements de gouvernement, oui. Surtout, des gens qui n'aimaient pas cette vision de réconciliation entre le Québec et le Canada. Donc, un certain Pierre Trudeau qui sort de sa retraite, qui donne des entrevues, qui sort de sa réserve pour bousiller et attaquer frontalement cette réconciliation. Il avait même parlé du risque de déportation des anglophones du Québec. C'est fou, là. Les gens n'ont pas idée à quel point la cabale de Trudeau a été tous azimuts là, contre l'accord du Lac-Meach d'abord, puis ensuite contre Charlottetown. Et au moment de la démission de John Turner au Parti libéral du Canada, un candidat, Jean Chrétien, qui fait campagne contre cette tentative de réconciliation. Et donc, c'est là qu'on prend toute la mesure de la vision de Brian Mulroney lorsqu'on l'oppose à celle des Trudeau, Chrétiens. Et probablement que Brian Mulroney aurait réussi s'il n'avait pas été, s'il n'avait pas fait l'objet de ce sabotage, il faut bien l'avouer. Parce que ce sont des premiers ministres libéraux, provinciaux, qui vont être les premiers à remettre ça en question. Un certain Frank McKenna qui veut faire parler de lui à l'échelle de l'ensemble du Canada, proche de Jean Chrétien qui remet ça en question, pour ensuite voir l'ampleur de du drame qui vient de créer, finit par se rallier. Mais Clyde Wells, lui, ne se ralliera jamais. Et on voit là-dessus qu'il y a un jeu partisan, idéologique, où les fidèles de Pierre Trudeau ont vraiment saboté l'accord du Lac-Meach. Mais sinon, sur le plan constitutionnel aussi, la vision de Brian Mulroney, c'est la vision d'une constitution qui est un pouvoir incarné dans des personnes qui se réunissent. Tout est humain avec Brian Mulroney. Le pouvoir constituant, on peut le voir. Il est dans un grand hôtel, un centre des congrès, il fait des conférences de presse. On a toute la fédération réunie qui discute, qui délibère. Et cette idée de la politique qui se fait d'abord et avant tout dans des relations humaines, nous, on l'a vécu à l'Université Laval. La promotion 1963, la promotion de Brian Mulroney, c'est une promotion exceptionnelle. Des carrières inimaginables. Bon, là-dedans, il y a des gens comme, Brian Mulroney, mais il y a Lucien Bouchard, Bernard Roy, le sénateur Peter White et plusieurs autres. Mais à la fin, quand on réunit ces diplômés-là, ils nous disent toujours la même chose. On a eu des carrières exceptionnelles parce que Brian a été là pour nous. D'une certaine manière, certainement que Lucien Bouchard aurait fait son chemin dans la vie. Bon, il y a peut-être des grands professeurs aussi. Je pense à André Patry en droit constitutionnel et en droit international. Qui a évidemment été mentor de plusieurs de ces personnes-là, en effet. Je le sais parce que mon propre père était dans cette promotion 63 à l'Université Laval. C'est la promotion de la crème où ils ont été nombreux à découvrir la vie politique, la vie constitutionnelle. Ils organisaient, dans ces années-là, ils ont organisé un grand congrès pan-canadien sur l'avenir constitutionnel du Canada et les relations Québec-Canada à Québec. C'était comme la société civile, un paquet de jeunes, beaucoup de ces gens proches de Brian Mulroney qui avaient organisé ce congrès-là. Et donc, dans l'un des grands dilemmes de la théorie du droit, le droit, est-ce que c'est un acte de volonté ou c'est un acte de connaissance ou de raison? Et souvent, la volonté est incarnée par le politique, qui est capable de volonté. Et la raison, la connaissance est souvent plus incarnée par la jurisprudence. Mais c'est clair que Brian Mulroney était davantage dans une conception du droit marquée par la volonté. Puis il faudra pas minimiser son bilan sur le plan des libertés. Il a fait ce qu'il fallait faire avec la loi sur les mesures de guerre. Il en a adopté une autre, la loi sur les mesures d'urgence, qui est un exemple à l'échelle de la fédération, mais même ailleurs dans le monde, et même dans des dossiers, évidemment, comme l'apartheid, ça touche évidemment à les libertés. La façon dont il a géré le dossier de l'avortement, c'était pas facile dans sa famille politique. Donc, sur le bilan en matière de liberté aussi, il faudra le faire éventuellement. Bien. Alors, maintenant, cette décision, Patrick, sur la loi 21, la Cour d'appel, on en avait parlé un peu avant et tu t'attendais à des jugements déclaratoires, peut-être même à l'utilisation du partage des pouvoirs pour faire en sorte que la loi soit comme interdite ou pas, comment on dit ça, rendue inconstitutionnelle. Alors,
c'est Ma surprenant, grande non? surprise, oui, le fond, mais surtout le ton. Ah oui. Beaucoup plus neutre, beaucoup plus technique, froid, rationnel. Euh, Contrairement au juge de première instance, on résume la loi, on la comprend. On n'en fait pas la promotion, mais on est prêt à admettre la petite part de noblesse que comporte la laïcité. On explique à bien des égards, ça converge avec bien des aspects du droit canadien, puis qu'il y a aussi des petites différences. Donc, on donne leur juste sur ce qu'est la loi. Le juge de première instance définissait la laïcité comme tout ce qui était l'anti-religion. Wow, ça me semblait un peu simpliste. On est beaucoup moins dans des raisonnements manichéens. C'est vraiment un ton assez impressionnant. On ne préjuge pas non plus du résultat que l'on pourrait avoir éventuellement si on avait une contestation de la loi sans dérogation. On dit même là qu'il y a un commencement de preuves en droit comparé. On donne une phrase à un moment donné pour rappeler que oui, il y a des enjeux de liberté de religion, mais il y a aussi des enjeux d'égalité des sexes, là, comme si on faisait un petit cadeau aux féministes universalistes. Donc, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Et contrairement au juge Blanchard, c'est pas une décision qui rajoute de l'huile sur le feu. C'est une décision qui, à mon sens, peut renforcer. Dans nos jeunes années, Antoine, on parlait de paix linguistique après des années de déchirement. Ah oui. Mais si un jour il devait arriver une paix en matière de laïcité, ça prend un certain nombre de conditions. Puis une décision comme hier, c'est un gros morceau. Une reconnaissance par les tribunaux que c'est peut-être pas ça qu'ils préfèrent, mais qu'on a le droit d'adopter ça. C'est une condition importante. Il y en a d'autres, éventuellement une alternance. Quand Robert Bourassa a accepté la loi 101 une fois au pouvoir, ça a joué dans le renforcement du consensus. Mais dans les étapes à franchir pour établir cette paix sociale autour de la loi 21, c'est une étape assez importante. Et c'est une grosse défaite pour l'article 23 et les droits de la minorité anglophone, dans la mesure où le juge Blanchard avait en ces matières faire preuve de tellement d'audace, tellement de créativité. Il avait tiré l'élastique au maximum et c'est là que la Cour d'appel est très sévère avec le juge de première instance. Oui. On lui fait pas juste une leçon de droit, là. On lui rappelle à un moment donné qu'il y a des limites à étirer l'élastique au-delà du bon sens. Et c'est important parce qu'il se passe beaucoup d'autres. Il faut rappeler que le juge Blanchard, il prenait cette notion d'autonomie, si on veut, des commissions scolaires de la minorité, puis il disait que au fond, la loi 21 venait en choc avec ça, alors qu'il n'y a rien de linguistique dans la loi 21. Le droit d'avoir ses écoles, le droit d'avoir des représentants de la communauté au sein des écoles devenait le droit d'échapper aux lois communes du Québec. Donc là-dessus, il y a un gros revirement. Très bien. Puis la disposition de dérogation, on en a parlé longuement avec Louis-Philippe Lampron et Guillaume Rousseau dans l'autre partie de l'émission, mais peut-être un petit mot, 30 secondes là, sur au fond, cet appui, même cette adhésion à une certaine notion de la dérogation. Ben, en fait, on dit les choses telles qu'elles sont. Et là-dessus, le juge met la table, les juges mettent la table pour la Cour suprême. Parce qu'ils font pas juste dire on a le droit de déroger. Ils disaient déjà le juge de première instance. Ils expliquent surtout que, et c'est là qu'ils sont le plus convaincants, qu'il n'y a rien de nouveau dans le débat. Que tous les arguments pour et contre la dérogation, ils étaient présents en 1981. Ils étaient présents au moment de l'arrêt Ford. Et c'est ça qui est important. La plus préventive et la plus systématique des dérogations, c'est celle dont il était question dans l'arrêt Ford. Le gouvernement Lévesque avait dérogé dans toutes les lois. Et donc là-dessus, là, c'est pas juste vous avez le droit, c'est vous avez le droit et voici l'argumentaire pourquoi il y a absolument rien de nouveau. Et là-dessus, la décision de la Cour d'appel, qui est un peu prise en sandwich entre une réponse au juge de première instance, mais rendue par des juges qui savent qu'après, ça va être débattu par d'autres, cherche vraiment à verrouiller la réouverture d'un tel débat. Merci infiniment, Patrick Taillon, puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique constitutionnelle. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline. Nous, on a 2 vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Alors, le gouvernement Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il va imposer de nouveau des visas aux ressortissants mexicains.
Et la raison, c'est pour freiner la hausse importante du nombre de demandeurs d'asile en provenance du Mexique. On en parle avec Pierre Paulus du Parti conservateur. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Qu'est-ce que vous pensez du retour de ce visa-là? Bien, premièrement, la question à se poser, pourquoi qu'en 2016, Justin Trudeau a décidé de l'enlever l'imposition des visas aux Mexicains, aux gens en provenance du Mexique? C'était la chose à ne pas faire. N'oublions pas que M. Harper l'avait imposé en 2009 pour de très bonnes raisons. Il y avait des enjeux de sécurité. Pourquoi déjà? Il y avait des rapports du CRS à l'époque, des enjeux de sécurité qui disaient qu'il y avait des gens, des cartels qui venaient au Canada, qui profitaient du fait qu'ils n'avaient pas besoin de visa, donc c'était facile pour eux de venir chez nous. Puis là, à ce moment-là, M. Harper a décidé de l'imposer le visa. Et en 2016, Justin Trudeau, dans sa grande... ce qui est arrivé, le Canada is back, comme il disait, là. Donc, c'était une des choses qu'il a fait. Mais nous, dès le début, on a dit non, c'est une mauvaise idée, il faut pas faire ça. Je l'avais même moi-même à l'époque mentionné en entrevue. Puis aujourd'hui, on constate les dégâts que ça a causé finalement de ne pas écouter les bons conseils de l'opposition conservatrice de 2016. Précisons les dégâts. Quels sont-ils les dégâts de c'est cette l'afflux. décision-là? Il y a deux volets. C'est qu'actuellement, il y a énormément de demandeurs d'asile en provenance du Mexique. C'est sûr qu'il y a des demandeurs d'asile légitimes, mais ça, on le sait pas tant qu'on n'a pas fait l'étude de leur dossier. Il faut savoir qu'actuellement, il y a tellement de dossiers que ça prend au moins 2 ans et demi avant d'avoir la première rencontre, ce qui fait aucun sens. Mais deuxièmement, le problème 5 majeur, ans avant d'avoir un verdict final, hein, c'est ça? le verdict, puis si c'est négatif, ils vont en appel, ça finit plus par ça là, les gens sont installés, écoutez, mais le volet le plus important, et une des raisons pour lesquelles on avait imposé le visa, c'est le monde criminalisé. On a les cartels mexicains, énormément de gens qui viennent au Canada actuellement par les aéroports, de différentes façons. Donc, on a un mélange là. L'année passée au Canada, juste en 2023, il y a 22 000 demandeurs d'asile mexicains, mais là-dedans, c'est ça, il y a des demandeurs d'asile, mais il y a aussi des gens qui viennent pour s'infiltrer, aller travailler avec les cartels. Comme à Montréal, on sait qu'il y a plusieurs centaines de gens reliés aux cartels mexicains qui sont rentrés comme ça chez nous. Et c'est pour ça que de mettre un visa, ça permet de contrôler. En demandant un visa, il faut faire les démarches pour que le Canada t'octroie ton visa, donc ça permet de contrôler. Ça ne veut pas dire que ça va tout régler, mais on l'a vu à l'époque, si on remonte à 2015-2016, il y avait seulement 200 demandes d'asile au Canada en provenance du Mexique, puis on était rendu à 22 000. Donc, C'est peu quand même sur les 160 000 demandeurs d'asile qui aboutissent au Québec. Effectivement, qu'il y en a beaucoup trop. Ça, c'est une grosse portion, mais c'est peu en même temps. Ouais. Les 8 dernières années de Justin Trudeau, on le sait, là, ça a commencé premièrement en 2016. Ça, c'est le premier volet avec les visas mexicains. Ensuite, en 2017, souvenons-nous, janvier 2017, quand Justin Trudeau a fait un fameux tweet qui a dit à tous les malheureux dans le monde des visas au Canada, on va vous accueillir. C'est là que ça a commencé avec le chemin Roxham. Roxham a fait en sorte qu'il y a des milliers de personnes qui sont rentrées chez nous. Puis là, maintenant, la variante, c'est d'aller vers les aéroports. Donc, et c'est pour ça qu'à Dorval, il y a énormément de gens qui rentrent à Dorval, demandent l'asile, parce qu'ils ont vu que le système est engorgé. La gestion des dossiers est tellement longue. Le message s'est passé. Les gens savent que, regarde, de toute façon, le temps que ça va prendre, j'ai le temps de vivre une couple d'années au minimum, puis de m'installer. Tu sais, il y a toutes sortes de raisons. Fait qu'à un moment donné, c'est devenu une stratégie. C'est sûr, certain. Dans le temps de Roxham, c'était clair aussi. Il y avait des gens organisés, ils chargeaient il y avait 30% à l'époque des gens qui venaient du Nigeria, qui payaient, qui s'en venaient à New York, qui avaient le chemin pour s'en venir jusqu'au chemin Roxham. Là, maintenant, en Amérique du Sud, avec le Mexique, il y a même, le problème du Mexique également, c'est les faux passeports. Parce qu'il faut savoir que c'est pas seulement des Mexicains. C'est des gens qui peuvent venir de la Colombie, Venezuela, qui ont des faux passeports mexicains qui s'en viennent au Canada. Là, avec les visas maintenant, tu pourras pas appliquer avec un faux passeport, là. Ça va régler une partie du problème. On dit qu'il y a de nombreuses exceptions. Est-ce que le fédéral va annoncer, là, par exemple, les étudiants, les travailleurs agricoles? Pensez-vous qu'il y en a trop? Ça dépend, il faut voir. Ça, c'est des codes. Nous, à l'époque, on l'avait mis pour tout le monde. Là, maintenant, est-ce que les travailleurs mexicains qui viennent travailler dans nos champs, on a besoin énormément l'été? C'est sûr que ces gens-là sont accompagnés par des propriétaires d'entreprises, des producteurs agricoles. Donc, c'est sûr qu'il y a un contrôle. On sait c'est qui les gens. Il y a des procédures qui sont faites. Donc, ça peut être une exception qui peut être compréhensible parce qu'on sait à qui on a affaire. Là. C'est très différent de quelqu'un qui prend l'avion tout simplement pour venir au Canada, puis qui, en arrivant ici, demande l'asile ou s'en va se cacher à Montréal avec les cartels. Est-ce que ça serait une promesse que vous pourriez faire d'éliminer les exceptions, de faire comme en 2009, c'est-à-dire tous les Mexicains obligés de demander un visa s'ils veulent venir au Canada? C'est sûr que là, on va voir comment ça va aller avec ce que le gouvernement libéral a décidé de faire. Si ça va bien, tant mieux. Si on voit qu'il y a encore trop de problèmes, ça pourrait être une option de revenir à ce qu'on a fait en 2009. Mm-hmm. Et je reviens un peu en arrière. Quand ils ont enlevé le visa, là, je voyais la déclaration de Stéphane Dion
qui était tout content de dire fini, capote. C'était un peu un manque de prudence, hein, d'une certaine façon. C'est l'ensemble. Libéral. Oui, mais c'est ça, M. Robitaille, quand on regarde les derniers 8 ans, là, on voit les décisions que le gouvernement Trudeau a prises. Ça a toujours été, comme je disais tantôt, quand ils sont arrivés du Canada is back, on va être les meilleurs, on va être vraiment fantastique. Puis finalement, 8 ans plus tard, on voit quoi? À plein de niveaux, c'est une catastrophe. Là. Les décisions qui se voulaient dans leur tête, là, quelque chose qui était c'est beau, on est fin, puis les licornes, comme on dit, là. Mais c'est que les faits. C'était trop généreux, selon vous? Des fois, c'est pas une question de générosité, c'est une question de fait. Là. On a des problématiques. On avait une problématique en 2009 qui était dans les rapports du SRS. M. Harper a pris une décision. C'est pas toujours des décisions. On prend pas une décision comme ça juste parce que ça nous tente d'imposer un visa. C'est parce qu'il y a des considérations, surtout criminelles, avec certains groupes qui venaient ici, qu'il fallait contrôler. Puis c'est une façon de faire pour contrôler ces gens-là. C'est pas des décisions qui sont faites à la légère. Et par contre, les décisions du gouvernement Trudeau, souvent, justement, sont faites à la légère. C'est malheureux. Le gouvernement Legault l'a applaudi à cette décision-là, dit qu'il faut aller plus loin. Vous les appuyez? C'est sûr que depuis le début, de toute façon, même au début du chemin Roxham, j'étais allé 3 fois là-bas, puis je me suis fait traiter de raciste dans la Chambre des communes par les libéraux parce que ils disaient que je voulais empêcher les gens de rentrer à la frontière comme ça. Mais moi, je veux dire, peu importe la provenance des gens, c'est une question de contrôle des frontières. Et c'est sûr et certain qu'à un moment donné, peu importe la provenance, on doit contrôler notre frontière de façon sécuritaire, mais de façon administrative. Et le moyen qui est pris aujourd'hui, c'est un moyen administratif de protéger les entrées au Canada. Et il y a d'autres pays aussi qui ont l'obligation d'avoir des visas. Il y en a qui n'en ont pas. Ça, c'est un contrôle, dans le fond, frontalier qui est une base pour chaque pays. Et c'est au Canada de le faire. Et oui, le Québec, c'est normal, le Québec... c'est normal que le gouvernement du Québec applaudisse maintenant parce qu'ils ont fait la demande clairement début janvier. Ils ont dit ça suffit et je suis d'accord avec eux. On doit mieux contrôler nos frontières et c'est la responsabilité du fédéral. Et le Québec subit les contre-coups de ça. Là. On serait rendu à 1 milliard de réclamations pour 3 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette réclamation-là? Êtes-vous d'accord? Est-ce que vous pensez que le fédéral devrait payer le Québec? C'est légitime. Puis même en 2017-2018, lorsqu'on avait le chemin Roxham, c'était environ, à chaque année, il y avait 200-300 millions qui étaient dépensés par Québec pour accueillir les demandeurs d'asile. Et à l'époque, j'avais déjà fait une sortie également pour soutenir le gouvernement du Québec dans ses demandes face au fédéral parce que la responsabilité de la mauvaise gestion des frontières relève d'Ottawa. Et c'est à Ottawa de régler le problème. Maintenant, cette décision-là de réinstaurer le visa, ça fâche les autorités mexicaines. Quand ça avait été annoncé en 2016, c'était à l'occasion d'une rencontre des trois, c'était pas les trois amigos, mais il y avait John Kerry ici à Québec. Vous étiez peut-être là. Il y avait des représentants des autorités mexicaines. Il y avait Stéphane Dion. Donc, c'était la grande annonce, là, comme d'une sorte de réconciliation. Là, en réinstaurant le visa, on entend qu'à Mexico, on le prend pas du tout, là. Est-ce qu'il faut sacrifier nos relations avec le Mexique pour faire prendre une telle décision, selon vous? C'est pas de sacrifier les relations, mais je pense que c'est d'avoir la discussion avec le Mexique pour que le gouvernement, le premier ministre du Mexique comprenne, le président mexicain comprenne qu'on a une situation problématique au Canada. Il y a des milliers de demandeurs d'asile, dont surtout les criminels. Moi, c'est le côté criminel qui me dérange le plus, comme on peut voir avec les cartels de Montréal. Et également, il y a une question d'arriver au Canada, de traverser aux États-Unis illégalement. Ça crée des problématiques de contrôle de la frontière. Donc, c'est d'avoir la conversation avec le Mexique. Et c'est pour ça, je pense que peut-être la méthode qui est amenée d'avoir des visas pour certaines personnes et d'avoir des exceptions pour d'autres, moi, je pense que ça peut être une façon pour le gouvernement du Mexique de comprendre que tout ce qu'on veut, dans le fond, c'est de contrôler au mieux ce qui est problématique. Oui. Les exceptions, c'est un peu pour moi, je pense que ça... calmer la colère des Mexicains. Entendons-nous bien, là, j'appuie pas le gouvernement Trudeau dans l'ensemble de la gestion qu'il a fait du dossier. Par contre, cette façon de faire-là, je pense que ça peut avoir un avantage pour la relation avec le Mexique, que je comprends. Faut pas être fermé là-dessus, mais il reste que c'était impossible de ne rien faire. OK. Donc, mais dans un premier temps, tantôt vous me disiez peut-être qu'on pourrait l'instaurer pour tout le monde. Ça dépend. Ce que j'ai dit, c'est qu'on va voir l'évaluation finalement de la décision qui a été prise par le gouvernement Trudeau. Si c'est efficace, c'est que ça il y a un bon contrôle avec surtout des faux demandeurs d'asile et du crime organisé, tant mieux. Si ça continue de d'autres façons, il faudra voir.
quitte à le ramener de façon obligatoire pour tous. Mais ça, comme on l'a fait en 2009 avec un gouvernement conservateur. Mais on comprend très bien que ça crée des problèmes de relations diplomatiques avec le Mexique, mais les Mexicains doivent comprendre aussi qu'on a un enjeu de sécurité à gérer de notre côté. Et le problème ne vient pas d'eux, le problème vient des personnes qui partent du Mexique, qui viennent chez nous. Donc, il faut faire attention aussi, là, on ne blâme pas le gouvernement mexicain là-dedans. C'est des personnes qui utilisent le réseau comme ça pour se présenter au Canada et créer des problèmes chez nous. Vous dites qu'il y avait des rapports du SCRS dans le temps, en 2009. Est-ce qu'il y a eu depuis des effets concrets de cette décision de lever les visas en 2016? Est-ce qu'il y a eu de la criminalité mexicaine qui s'est manifestée? Oui, absolument. Absolument. À Montréal surtout. Vancouver, les cartels mexicains sont très actifs. Puis il y a même un reportage qui a été fait chez Québécois par Félix Séguin, je ne me trompe pas, il y a 2 ans, qui démontrait clairement aussi l'impact des cartels mexicains à Montréal, qui sont bien implantés. Il y avait même des gens du MS-13 qui viennent au Canada. Donc, les cartels, il faut s'entendre, qui sont très violents, qui sont très dangereux. Puis, c'est des bases d'opération pour eux. Donc, on peut pas se permettre de laisser ces criminels-là venir s'installer impunément chez nous et mettre des bases d'opération pour du trafic qui va aller vers les États-Unis par la suite. Ces renseignements-là sont connus. Bien entendu, je suis pas au gouvernement, j'ai pas tous les renseignements disponibles, mais ce qui a été dévoilé déjà publiquement, c'est connu. Bien, merci beaucoup, Pierre Paulus. Merci, M. Robitaille. Député conservateur du Québec, lieutenant même du Québec. Merci. Merci. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.